Voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, on va vous parler d'UV. On va vous parler de choses qui vont vite, mais on va pas trop vous parler de voitures, même si je trouvais ça assez stylé pour mettre en exergue un peu le fait que UV est quand même très rapide. Et c'est et c'est déjà pas mal. Donc UV, ça a été mis au point par Astral, qui est donc une entreprise donc, qui a aussi mis au point, enfin, qui a commencé par mettre en place le formateur de code RUF au milieu et aussi plus récemment le TI, le Type Checker, tout ça pour Python. Ce sont des outils, toute une suite d'outils qui sont faits pour simplifier donc, la vie du développeur Python et aussi accélérer fortement le cycle de développement d'une application et surtout accélérer tout ce qui est, c'est un intérêt très particulier de tout ce qui est la CI/CD, parce que justement ces outils vont très vite et permettent donc aux chaînes d'intégration continue de pouvoir faire des tests de validation très rapidement. Astral et donc ces outils ont été créés par Charlie Marsh, qui était développeur au départ chez Spring Science. Donc c'est une société de drug discovery et notamment qui propose des solutions assistées par IA pour tout ce qui est découvert de nouvelles molécules à potentiel thérapeutique. Il a créé donc Astral. Et je vous conseille donc d'aller voir son site, son blog crmarche.com, où il documente et il écrit régulièrement des articles sur le dev, notamment en Rust et en Python. Je vous recommande aussi d'aller vérifier la chaîne, enfin sa conférence sur la chaîne Jane Street, où il explique un peu plus dans le détail, même si on en reprendra certains des concepts ici, comment fonctionne UV. Donc, moi, je ne me suis pas encore présenté. Donc, moi, je suis dev full stack, originellement Java. Je m'appelle Ismaël Bultel. Et depuis un peu plus d'un an, là, je suis sur un projet de back-end en Python. Et à mes heures perdues, je fais aussi donc, du TypeScript pour du front et j'ai aussi fait aussi du TypeScript en back. Et tout ça pour le compte de la société Extia. UV, donc. On va revenir un peu à nos moutons. Qu'est-ce qui fait son intérêt et son intérêt tout à fait particulier, le fait qu'on a encore, on pourrait dire, encore un nouveau outil de package managing chez Python. Ben, en gros, UV, c'est un peu plus que ça, parce que il a effectivement certaines qualités, notamment sa vitesse et sa vitesse de résolution des dépendances et de l'arbre de dépendance. Mais aussi, ce qu'il inclut, c'est tout ce qui est donc la gestion de tout l'environnement virtuel Python euh, de base, donc, qui permet de créer à la volée, comme on va le voir tout à l'heure, enfin dans très peu de temps maintenant, des virtualenv Python, ce qui était quand même pour les développeurs Python, je pense qu'il y en a parmi vous, donc, qui, qui sont des développeurs Python et qui ont connu et qui connaissent encore toute cette difficulté un peu à gérer ces environnements virtuels en Python. Et aussi, il permet de mettre en place, de faire toute la suite de publication des packages Python. Il prend ça, il embarque ça, il le gère lui-même. Donc en gros, c'est assez pratique. Et je vous propose de ne pas trop parler plus pour l'instant du V, mais de passer à une petite démo pour que vous réalisiez ou vous compreniez à quel point UV facilite la vie du développeur Python. Donc, on va voir
On va passer sur mon Visual Studio. Je suppose que ça doit être un peu petit pour vous. Donc on va. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu petit. Est-ce que c'est un peu mieux comme ceci? Alors, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. De mon côté, ça va quand je zoome sur ton écran. Et évidemment, vous pouvez aussi zoomer avec vos ordinateurs ou votre téléphone. Mais n'hésitez pas à nous dire si jamais vous voyez pas bien. Comme ça, on peut peut-être zoomer un petit peu plus. Je pense que tu peux y aller, Email. Hugo est en train d'écrire. On se retrouve donc sur mon petit conteneur Python dans lequel j'ai installé à peu près un certain nombre de petites applications, de petits programmes pour faciliter ma vie de développeur Python. Et on voit bien que pour l'instant, je n'ai pas installé UV parce que justement, on va carrément partir de zéro pour l'installation d'UV. Donc, on va. J'essaie de trouver. Ah, je croyais que je l'avais ouvert. On va aller directement sur la page d'Astral contenant la doc pour Python. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ils font leur propre pub, mais donc sur leur benchmark, ils se disent bien plus rapide que Pip et même plus rapide que Poetry, quoi. Donc, on a une petite doc qui est assez bien faite. Je vous la conseille, elle est vraiment, vraiment bien faite. Et en quelques instants, vous pouvez vous familiariser avec les commandes principales du V. Et donc, on va l'installer directement avec ce petit script-là. C'est bien, il est sympathique. Il nous donne les petites commandes pour pouvoir l'avoir directement disponible dans notre shell. On va commencer par faire un petit test. Alors, on va commencer simplement par utiliser l'ancienne méthode. Donc, depuis avant, comme on faisait, on va dire avant UV. Donc, l'idée, c'était, ça a été quand même bien facilité, c'était plus compliqué fut un temps, il y a quelques années, mais déjà grâce à cette commande, on peut créer notre virtual env directement, les bêtises, dans notre directory. Comme ça. Ensuite, il fallait activer plutôt activer notre virtual env. Donc, bien sûr, là, on va vite, on n'utilise pas, on ne configure pas un VM Manager, mais c'est quand même assez pratique. Bon, on voit bien que ça reste tout de même assez lourd, et là, on va pouvoir commencer à installer nos dépendances dans notre petit environnement virtuel Python. On va faire à l'ancienne un petit pip. On a toute l'installation de nos dépendances et on va pouvoir faire un petit ici. Ouvrir. Faire notre petite application Fast API.
tester aussi la capacité à Copilot de créer un Hello World. Et donc, normalement, on devrait voir un petit doute sur la commande. Mais ce qu'il va faire par défaut. Hello World, non, il ne tourne pas. Mince, j'ai un petit doute. Je vais juste vérifier avec vous. Fast API, la commande. Effectivement, j'ai un petit trou de mémoire. Normalement, bon, mince. C'est les aléas du direct, Maël. Bon, si dans le chat, vous pouvez m'aider, je ne me souviens plus. C'est pas trop grave, là vous avez vu un petit peu comment ça peut être un peu embêtant, enfin, en tout cas assez lourd d'utiliser l'ancienne méthode. Donc si on repart sur UV, donc maintenant on a UV qui est ici, UV est censé être installé, UV, il y a des mots. Bizarre. Ah. Ah oui, effectivement, peut faire redémarrer le conteneur ou le bash. Hop. Alors, on est, hop. Et là, on a. Donc là, on va avoir UV, donc avec son message d'aide bien décrit. Donc on va avoir tout un tas de commandes et on peut faire simplement un UV init. Si je suis dans le terminal, ça marchera mieux. UV init object. Bon, c'est pas très beau ce que j'ai fait là. On va pouvoir aller dans object. Et là, tout de suite, on va donc avoir tout ça. Donc UV init, c'est sympa comme commande. On a notre gitignore, le gestionnaire de version de Python, notre README qui est déjà fait, notre main et notre pyproject.toml parce que, en gros, contrairement à Pip qui peut gérer, enfin, qui gère de base les projets avec des requirements, nous, là, on est tous sur le pyproject.toml. Pip marche aussi, prend maintenant aussi en compte des fichiers .toml. Et donc là, dans notre projet .toml, on a donc notre gestion avec notre version de package, la description et en fait toute la présentation avec la version de Python. Donc là, sur ce conteneur-là, j'ai mis 3.11. Ça va, on n'est peut-être pas au top du top, mais ça suffit pour ce qu'on a à faire. Donc on a notre Git repo qui est donc initialisé. Donc on voit qu'il n'y a eu aucun commit dessus. On peut assez rapidement faire comme avec pip, sauf que là c'est UV plutôt qu'un pip install. Si on veut installer quelque chose, on a nos dépendances qu'on va installer. Qu'est-ce que j'ai écrit par UV add. On va installer Fast API comme ça. Il va nous résoudre notre arbre de dépendance. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plus rapide. Si on reprend le point project.toml, on voit bien que dans les dépendances, il est installé. On peut aussi installer, allez, on aura besoin de notre limiter, donc on va prendre le produit maison Astral qui est ref. Voilà, le temps qu'il installe. Et là, on va pouvoir voir, il est aussi dans notre pyproject.toml. Il a été installé. Et si on veut l'enlever, on va l'enlever comme ceci. Rien de sorcier.
Donc là, on va regarder notre repository et on va voir qu'un fichier, c'est deux dossiers, enfin, un fichier et un dossier sont installés. Donc on a .venv parce que justement, comme j'expliquais ou comme je l'ai mentionné tout à l'heure, UV embarque directement la gestion des virtualenv avec lui. En gros, il fonctionne avec un système de cache et donc, qui lui permet de stocker les dépendances, on le verra plus tard dans l'explication de sa performance. Et donc, il les référence dans son venv en local dans le projet. Si, on va aller voir dedans, si vous avez une idée, effectivement, oui, si je suis en directory, venv, donc là, on a notre venv tranquillement avec ce qu'il y avait tout à l'heure dans notre venv. Si on s'en va et qu'on fait un petit rf, ne faites pas ça chez vous en route. Là, ici, c'est fait par des professionnels. Donc, on l'enlève. Et on voit bien qu'il n'y a plus de venv. Si je fais son directory, il n'est plus là. Et si je relance un UV-sync pour synchroniser mes dépendances, hop, on voit bien ici qu'il a fait creating virtual environment at.venv et qui m'a recréé donc mon dossier venv à la volée. C'est assez rapide. On a comme petit fichier aussi un fichier uv.loc. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est assez gros, c'est un fichier qui permet de verrouiller les dépendances. Et en gros, ce fichier, si par exemple je vais le mettre, on va faire un autre projet, parce que c'est notre projet. Ouais, ouais, on s'amuse comme on peut. Ouais. Celui-là. Et donc celui-là est vide. On va retourner, on va faire cp object. L, on l'a là, et si je fais un UV-sync, normalement, il devrait me synchroniser. Ah, on n'a pas fait le project. Est-ce que si je lui mets. Ah non, il va y avoir un UV-init peut-être. Bon, tant pour moi. Tout. Merde. Allez, on va se détendre et faire ça doucement. Init. Point. Voilà. Si je fais UV-sync, il va donc me synchroniser mon projet avec l'UVLOC. Parce que je n'ai pas loupé la bonne commande. Non, version sync date. File. Si je fais un update, il va jour. Normalement, peut-être run main copy. Et là, si je fais une project, project, il n'a pas installé celui-là. Donc là, on peut voir, comme je disais, la plupart des commandes de base du V. Et donc là, on va avoir le tri, donc on n'a pas de dépendance sur l'arbre de dépendance. On peut créer le virtual env manuellement avec venv. On peut construire notre package et le publier. Et on peut également aussi utiliser PIP. On peut faire PIP install fast API. Et donc là, pour avoir une rétrocompatibilité avec les projets PIP. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc UVLOC qui permet de générer le fameux fichier loc.
Et donc, on peut effectivement faire un UV export pour avoir ce fichier lock sous le format requirement, il me semble. On va regarder. Il y avait déjà toujours. Qu'est-ce que on a d'autre? Oui, effectivement, j'avais aussi oublié de vous parler de UVX ou UV Tool. On va revenir dans le projet précédent. Donc, si vous vous souvenez, ici, dans notre Py Project, on avait installé Rough, on l'a désinstallé, mais on peut quand même l'utiliser comme un outil, comme on pourrait utiliser PyTest. Et on va faire UV Tool Rough. Et donc là, il l'a téléchargé en vitesse, comme vous avez pu le voir, et il l'a mis dans son cache. Et donc, normalement, si je fais un rough check, il va pouvoir le faire tourner. All check pass, ça tombe bien. On n'a pas beaucoup de code quand même dans le projet, à part Hello World. Mais si on va dans le PyProject, il n'a pas été installé dedans. Donc, on a une fonction pour faire tourner les outils directement avec UVTool et un peu comme PyPix, il y a la commande UVX qui fait la même chose pour aller plus vite. Voilà. Que dire de plus Donc, ce qu'on peut essayer de faire encore rapidement, si on a un petit peu de temps, peut-être aller chercher un projet un serveur sur Git. Tu as une petite remarque email de Pierre qui te dit l'intégration avec Ruff, surtout que c'est les mêmes devs, c'est quand même vachement sympa. Oui, ça c'est sympa et ça permet de migrer assez plus rapidement sur Rough et aussi sur toutes les outils d'Astra. En plus, ce qui est vraiment sympa avec Rough, c'est sa vitesse et donc on peut faire des limiteurs assez rapidement. On peut même faire les checks rapidement sur la CI. Donc, c'était vraiment le but premier de ces outils. Comme on peut le voir aussi, ça va très vite pour builder des projets, aussi des conteneurs. Donc, pour mettre en place une CI qui va vite, UV, c'est l'outil qui est arrivé après Rough, mais pour une vraie raison, d'après le créateur. C'était vraiment pour accélérer toute cette chaîne qui prend énormément de temps, en particulier sur les pipelines Python. Il faut savoir quand même que Charlie Marsh a travaillé donc sur de l'AI, enfin de l'intelligence artificielle en français, et forcément, pour pouvoir builder très rapidement ces projets, il s'est posé la question de comment accélérer tout ce qui était l'étape de CI, tout en gardant une très bonne qualité. Je vois qu'on est un petit peu à court de temps. Donc, je vous laisserai découvrir la doc UV, mais donc, ce que je vous ai montré ici. Et donc, vous pouvez avoir ici tout ce qui est doc pour migrer depuis PIP. Et ce que j'aurais voulu vous montrer un petit peu plus. Donc, vous pouvez Tu peux utiliser encore, donc, si tu votre veux, Yumaël. Hein. Si jamais tu veux faire une dernière petite démo, c'est possible. Bah, écoutez, on peut peut-être essayer. Allez. Workspace test. LS9P, LSTI. Alors, L. Ok. J'ai un petit souci. J'ai l'impression que j'ai une mise à jour intempestive de Firefox. Il me demande de redémarrer. Là, on ne peut pas. GitHub serveur. Donc, on va cloner directement.
je suis désolé, j'ai un petit souci technique. Je ne pourrais pas cloner un projet. Est-ce que j'en ai un ou deux en stock qui peuvent être utilisés en Python? Ça va être un peu compliqué. Je voulais vous montrer directement. On prend n'importe quel projet donc, qui tourne sur PIP depuis GitHub et donc faire la petite séquence qui permettait de passer les requirements dans le pipe automatiquement grâce à UV. En fait, de les installer. Il me semble que on va passer par un sync, c'est décrit ici, et effectivement, donc on a juste à compiler toute la rétrocompatibilité des outils UV PIP permet justement de migrer ça assez facilement. Voilà. Donc ici, on a le UVAD et donc ce qui permet de faire passer, de faire migrer un projet depuis PIP vers UV rapidement et donc de bénéficier de tout ce que peut offrir UV derrière en termes de gain de performance par rapport à PIP. Donc, on va revenir à la présentation. Ce n'est pas terminé, on va quand même aller un petit peu dans le cœur du V. Donc, bien sûr, je vous recommande de regarder, si ça vous intéresse, la conférence donc, de Charlie Marsh sur la chaîne YouTube Jane Street, où il explique ça bien plus en détail, mais rapidement, comment fait-il pour être si performant? Donc, à la base, comme je l'ai expliqué plus tôt, UV est écrit en Rust, comme Rust d'ailleurs, et c'est vrai que Rust arrive déjà comme langage très bien équipé en termes d'outils de gestion de mémoire et de performance. En plus, Rust est arrivé avec la philosophie d'être facile à gérer avec une seule gestion des dépendances possible, ce qui était ce que voulait donc implémenter un peu, enfin l'état d'esprit que voulait apporter Charlie Marsh à Python. Donc comment implémenter et gérer les dépendances d'une seule manière possible, la plus rapide. Et pour ça, il s'est inspiré donc du système de management de package de Rust qui est Cargo. Donc, vous voyez le logo ici. Mais tout cela n'aurait pas suffi en lui-même parce que sur les différentes versions, ils ont quand même bien accéléré les performances et peut-être le petit twitch le plus intéressant qu'ils ont pu faire, c'est comment encoder 90% des versions de manière simple sur un integer bit, un type U64 pour Rust. Donc en tout cas, ils ont expérimenté, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, pour 90% des noms de versions de Python, pouvoir l'encoder de version rapide sur 8 bits. Donc les deux premiers bits, ils ont quand même eu besoin de 2 bits parce que Python est assez mal normalisé sur la gestion de version. Et donc, vous pouvez avoir en première identifiant soit la version 1 ou 2 ou 3 ou la version par année. Et c'est relativement commun sur des packages Python d'avoir la version par année encore aujourd'hui. Les deuxième et troisième bits, voire quatrième bits, sont les différents segments du numéro de version. Donc la 1.2, 3, 4. Donc ça va rarement jusqu'à 4, mais c'est 1.2, 3 si vous voulez. Et sur les 3 derniers bits, ils ont vu qu'ils pouvaient encoder la plupart ce qu'on appelle les release specifiers, donc tous enfin, en tout cas la dernière chaîne de caractères, qui est une chaîne de caractères qui peut avoir à la suite d'une version Python. Et c'est vrai que pour ça que je vous recommande sa conférence parce qu'il explique ça avec humour. La gestion des versions Python en fait est assez diverse et c'est assez compliqué en réalité d'avoir un formalisme même encore aujourd'hui.
Et avec ça, donc cette petite astuce, ils arrivent à encoder 90% des versions, donc à pouvoir les lire sur une donnée très courte. Le reste des 10%, ils utilisent la version longue qui est codée sur plusieurs formats de données, donc qui utilisent des U64 pour chaque segment de version, avec des strings pour les specifiers et aussi certains champs pour les métadonnées. Il y a aussi autre chose qu'ils ont mis en place, c'est plutôt que de télécharger toute la Python real, donc c'est en gros l'archive zip complète du package Python, ils ont mis en place une lecture intelligente des métadonnées qui leur permettait de télécharger seulement ce que UV avait besoin pour calculer sa version. Donc, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite dans la gestion en fait, du package et l'analyse des packages sur les repos. Et pour finir, il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc le cache d'UV en fait, qui stocke en gros les packages qu'ils téléchargent sur un cache global et ensuite qui, par un système de reflinks, les référence dans les différents V11 de tous les projets que vous avez sur votre poste. Donc, ce qui lui permet d'aller très très vite une fois qu'il a téléchargé un package. Je ne sais pas si vous avez pu le noter, mais la première fois qu'on a téléchargé Rough, il l'a téléchargé rapidement. Quand on l'a enlevé, il a fait un peu vite. Quand on l'a enlevé, il l'a enlevé et ensuite qu'on l'a utilisé par UVX et l'UV Tool, en fait, il l'a retéléchargé qu'une seule fois et ensuite, il n'a plus besoin de le télécharger. Donc, ça va très très vite et plus on l'utilise, plus on gagne, en gros, plus on télécharge en local les packages, plus il les conserve dans son cache. Donc ça, c'est un peu les trois grands un peu aspects de UV qui lui font gagner en performance. On a aussi un dernier qui est peut-être pas des moindres, mais peut-être pas le plus intéressant d'un point de vue conception, c'est ils téléchargent et ils écrivent en zéro copie. C'est-à-dire qu'en gros, un package et ses métadonnées est écrit sur le disque tel qu'il est en données encodé dans le programme. Donc, ça permet d'éviter toute l'étape de parsing des métadonnées du package, donc de lire beaucoup plus rapidement sa version. Ça permet d'économiser certaines précieuses millisecondes. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère, si vous avez des questions, j'aimerais pouvoir y répondre. Sinon, je vous invite à expérimenter, à tester. Je vous invite aussi à migrer vos projets parce que ça permet quand même de gagner du temps. C'est assez impressionnant ce que ça permet de faciliter sur les usages des librairies Python.